territoire français. Donc, quand j'ai arrêté, pendant que je jouais aussi, pendant que j'étais semi-professionnel, j'ai commencé une carrière professionnelle dans cette industrie. Et quand j'ai arrêté de jouer, en fait, j'ai pris des postes de direction, y compris à l'international, pour finir à ce poste de direction générale d'une société qui s'appelle Cardinals. Alors, je dis toujours, quand j'interviens dans ce type de contexte, faites jamais ce que j'ai fait. C'est-à-dire que je travaille dans mon domaine de passion, puisque je suis un ancien joueur, j'ai été bénévole pendant très longtemps. Et travailler dans son domaine de passion, c'est le pire qu'on puisse faire, puisqu'en fait, on gagne moins d'argent, on travaille plus. C'est pratiquement du 24 sur 24. Donc, c'est pas une erreur, mais c'est un grand plaisir, mais c'est pas un choix de carrière. Donc si vous voulez faire un choix de carrière en étant tranquille, travaillez surtout pas dans votre domaine de passion. A priori, je pense que si vous êtes dans ce cursus, c'est que vous êtes au moins passionné pour le sport. Donc ce que je viens de dire ne trompe pas, mais voilà, c'est pour la blague. Qui connaît le hockey? Qui a vu des matchs de hockey sur glace? Ah, quand même. Parce que du coup, pour ceux qui ne connaissent pas, je vais commencer par... ça marche ou pas? Voilà. Ce que je vais couvrir, je vais vous présenter rapidement le hockey sur glace, mon parcours, donc on en a parlé, je vais sauter ça, mon rôle au sein de la fédération, je pense que c'est intéressant pour vous de savoir ce que fait un directeur général d'une fédé, notre stratégie, et 2 points particuliers dans notre stratégie, la structuration de la Ligue Magnus, qui est notre ligue la plus haute et qui est gérée aujourd'hui par la fédération, qui n'est pas une ligue indépendante, et puis le projet du championnat du monde. Mais avant de commencer, en fait, pour ceux qui ne connaissent pas le hockey, voilà, je vais vous montrer un petit film pour que vous sachiez de quoi on parle. Donc c'est sur la base de la performance de l'équipe de France au dernier championnat du monde. Pourquoi je vais vous montrer cette vidéo en dehors de passer un peu de temps, parce que vous allez croire que j'ai pas grand chose à dire, c'est parce que si vous ne connaissez pas notre sport, il a quand même des caractéristiques particulières, et je vais y revenir, mais qui sont, j'espère que vous le voyez pour ceux qui ne le connaissent pas, pour ceux qui le connaissent, vous le savez, c'est un sport un peu particulier, bon c'est un sport d'équipe, ça c'est une évidence, c'est un sport spectaculaire par nature.
vous l'avez peut-être vu à travers cette vidéo, il y a des actions, c'est des actions très techniques. Les joueurs ont des capacités techniques particulières, une sorte de virtuosité, il y a de la vitesse. Et puis aussi, c'est un sport physique, puisqu'en fait, au hockey sur glace, il n'y en a pas eu beaucoup d'images là, mais c'est un sport où les mises en échec sont autorisées, les coups d'épaule, les coups de hanche, un peu plus à la limite des autorisations, mais donc c'est un sport qui, par nature, est spectaculaire. En France, le hockey sur glace, c'est un petit sport. Elodie l'a dit, 20 000 licenciés, 120 clubs pour 130 patinoires à peu près. Donc un petit sport. Dans certains pays européens, nord-américains bien sûr, mais européens, c'est un sport très important. En Allemagne notamment, pour vous donner une échelle, en Allemagne, la première ligue allemande, qui s'appelle la DEL, reçoit 2 500 000 spectateurs par an. Ce qui est énorme, ce qui veut dire par exemple pour une patinoire comme Cologne, c'est une moyenne de 13 000 spectateurs par match. Donc voilà, donc en Europe c'est un sport important, en Suisse c'est le sport numéro 1, devant le football. C'est un sport important dans plein de pays, pas chez nous malheureusement, mais on va faire en sorte d'y travailler. Et Elodie l'a dit juste avant de passer à la suite. On a créé cette fédération en 2006, notre sport était géré à l'intérieur des sports de glace. C'était une grosse frustration pour nous, parce qu'en fait, on n'avait pas d'autonomie, on ne pouvait pas décider. Les sports de glace, c'est 11 sports olympiques, le curling, le patinage artistique, la danse, le bobsleigh, le skeleton, la luge, et j'en passe. Donc forcément, très compliqué de se faire entendre, très compliqué de pousser des idées. C'est une fédération qui a eu un certain nombre de problèmes inhérents à sa gouvernance, des problèmes financiers, des problèmes aussi avec un président qui a été poursuivi devant la justice, donc quelques soucis. Et donc le hockey avait du mal à se faire entendre. Et du coup, on sait, en tout cas à notre avis, c'est ce qui explique une grosse partie du retard qu'a pris le hockey sur glace en France par rapport à d'autres pays ou à d'autres sports. C'est le fait qu'au niveau national, rien ne s'est passé vraiment sérieusement pour ce sport, mais qui est un sport très ancré régionalement. Grenoble par exemple, ou Amiens, ou Rouen sont des patinoires qui sont pleines. Grenoble c'est 3500 places, ils ont une moyenne de 3300 spectateurs. Rouen c'est une patinoire de 2800 places, elle est pleine à chaque match. Donc c'est un sport qui est très fort régionalement, dans certains endroits, mais qui a manqué une étape au niveau national. Et le juste dernier chiffre pour montrer qu'il y avait vraiment cette opportunité, qu'on espère la saisir à nouveau, c'est qu'au jeu d'Albertville, 1992, il y a un quart de finale, France-États-Unis, en direct sur France Télévisions. À l'époque, ça devait être Antenne 2, je crois. Je pense que c'était encore Antenne 2. Et ça a fait près de 4 millions de téléspectateurs. Donc il y a un vrai intérêt pour le hockey en France. Et puis, c'est confirmé par des études qu'on vient de faire et qui montrent qu'il y a un intérêt assez important pour notre sport. Alors, avant de venir à notre stratégie, mon rôle, le rôle d'un directeur général de fédération, c'est un peu particulier en ce qui me concerne. C'est pour ça que je mets ça, parce qu'en fait, c'est lié à mon parcours personnel. Vous l'avez vu, j'ai été dirigeant de cette fédération, j'ai participé à sa création. Donc forcément, ma relation avec les élus est particulière. Une partie des 20 membres du comité directeur ont été choisis par moi au premier mandat en 2006, donc c'est forcément une relation particulière. Donc la façon dont on fonctionne n'est pas obligatoirement symptomatique de ce qui se passe dans d'autres fédérations qui sont plus importantes, qui ont une inertie peut-être plus forte, ou qui ont un mode de fonctionnement très différent. Il y a quand même une tendance dans les fédérations qui est en termes d'organisation. On était traditionnellement sur un président, des élus, et puis un directeur administratif et financier, de l'autre côté un directeur technique, pour la partie sportive. Et de plus en plus, les fédérations mettent un directeur général qui a vraiment une délégation de la part des élus et qui chapeaute l'ensemble de l'organisation. Et nous, quand on a créé cette fédération en 2006, on a tout de suite voulu professionnaliser. C'est ce que je mets ici, parce qu'on s'est dit que, bien qu'on était petit, il n'était pas question à long terme de dépendre, entre guillemets, de la disponibilité des bénévoles, et que surtout, et je suis bien placé puisque je l'étais, donc j'ai participé à cette décision. Les bénévoles, et c'est normal, ont une vie professionnelle, une vie familiale, ils sont parfois engagés dans d'autres activités bénévoles, dans leur club, dans des ligues. Et donc l'idée c'était vraiment de dire les élus décident, choisissent, définissent une stratégie, et il y a des gens qui sont là pour la mettre en place, pour proposer aussi des projets, mais qui sont là vraiment pour mettre en place. Et c'est comme ça qu'on a construit la fédération. Donc j'ai effectivement
je mets tout. J'ai effectivement une délégation générale de la part du président, Luc Tardif, qui va de la gestion financière à la gestion de l'ensemble des ressources humaines, à l'animation d'un certain nombre de projets sur lesquels j'ai une certaine autonomie. J'en parlais tout à l'heure, mais j'ai mis ici Centre National ou Ligue Magnus. Ce sont deux projets que je gère vraiment. Bien sûr, quand je présente des mises à jour au bureau directeur ou au comité directeur, ils valident, mais c'est vraiment des projets que je gère. Et puis plus généralement, j'ai une responsabilité générale où je m'assure que l'ensemble des missions de la fédération, tous ces organes, fonctionnent comme ils doivent fonctionner. Donc c'est très éclectique, ça passe de un problème dans une patinoire pendant un match, une patinoire en panne, on m'appelle pour décider ce qu'on fait. Ça peut être un problème avec des arbitres qui ont été insultés dans la presse par un joueur. Ça peut passer à des projets plus importants, ça peut passer sur la partie mettre en place, on est en train de mettre en place par exemple un groupe de travail sur le sport handi, avec ça s'appelle le hockey luge. Donc je pilote ce projet, donc c'est vraiment très éclectique. Et puis de la représentation, parce que c'est pas quelque chose qu'on perçoit quand on est joueur ou joueuse ou quand on est parfois quand on débute comme bénévole, mais la représentation, c'est-à-dire être présent dans les instances, être présent dans les différents organes, que ce soit le comité olympique, le ministère, mais aussi tous les organes professionnels. Ça peut être dans des associations type Sportsora, qui est une association sur le marketing sportif. Il est important d'y être, parce que le réseau est primordial. Et pour exister, surtout quand on est petit, il faut être partout et il faut que les gens entendent parler de vos projets. Et il n'y a pas de projet qui marche s'il n'a pas un minimum de consensus derrière. Et pour avoir ce consensus, il faut avoir juste l'occasion de ne serait-ce d'en parler. Et pour en parler, il faut être présent un peu partout. Donc voilà, aussi cette partie représentation. Alors très rapidement, parce qu'Elodie l'a dit, donc sur le nombre de licenciés, on est à 20 000. Quand on a créé la fédération en 2006, on était 17 600. On estime qu'avec le nombre de patinoires existantes, on pourrait monter à 24 000, 25 000 maximum. Et au-delà, l'enjeu, ça sera de faire construire des patinoires. On pourra difficilement aller au-delà, puisque je prends comme exemple le club de Caen aujourd'hui. Une patinoire, c'est forcément un endroit où il y a du scolaire, il y a du patinage public, où vous pouvez payer pour patiner, il y a d'autres sports de glace. Il y a des créneaux de glace qui sont pris pour les activités de l'agglo, ça peut être le groupe des anciens de l'agglo, etc. Donc c'est un lieu où il y a tous les publics, et forcément, de ce fait, le club de hockey sur glace, puisque c'est celui qui moi m'intéresse, est très limité en nombre de créneaux de glace, ce qui peut ne pas être vrai, par exemple, sur un terrain de football, par exemple. Donc où il n'y a pas de public, par exemple, qui paye pour venir jouer au football. Donc il y a forcément des contraintes horaires qui font que le développement de notre sport, et plus généralement des sports de glace, est excessivement lié au nombre de patinoires. En termes de budget, quand on a créé la fédération, on était un petit peu moins de 3 millions, aujourd'hui on est à 5 millions 2, ce qui est pour une part de l'État qui est inférieure à 1 million, qui est de 952 000 exactement. Donc ce qui est plutôt assez vertueux dans le monde fédéral. Les fédérations de notre taille, en général, ont une part de financement public beaucoup plus importante, jusqu'à 45-50%. Donc on est plutôt des bons élèves. On a des fonds propres, donc on a géré un bon père de famille, jusqu'ici en tout cas, puisqu'on a réussi à mettre déjà 450 000 € de côté. Et puis on est propriétaire de notre siège social, ce qui n'est pas non plus anodin. Voilà, donc on essaye non seulement d'être ambitieux, mais aussi d'être des gestionnaires raisonnables. Et puis le reste, on en a parlé tout à l'heure. Le budget, c'est toujours embêtant, mais forcément, c'est clé. On ne fait rien sans argent. Vous le savez tous, mais ou alors on le fait avec des bénévoles. Et c'est sans doute c'est souvent comme ça que ça fonctionne quand on lance un projet. Certains projets, on peut le lancer avec des bénévoles, ou on le lance par exemple avec des gens en alternance ou des stagiaires, et puis quand le projet se développe, on a un financement qui se développe avec, et là on pérennise des jobs. Alors, notre fédération, pour notre fédération, on a défini 2 piliers stratégiques. Un qui est à long terme, qui est vraiment
Structurer et professionnaliser la fédération et les clubs, je vais y revenir, mais vraiment, c'est ce que je disais au départ, on pense que dans le long terme, la clé, c'est le temps humain passé à développer. C'est vrai dans l'industrie, pour y avoir été, quand on veut développer une activité, il faut y passer du temps. Je pense que c'est vrai pour vous, si vous voulez avoir vos examens, je pense qu'il faut que vous y passiez du temps. Donc c'est vrai pour tout le monde, quand on veut faire quelque chose et qu'il y ait du succès, il faut y consacrer du temps. Et donc le temps humain est clé, et donc professionnaliser, c'est forcément clé. D'autant plus dans un sport comme le nôtre, qui est peu connu. Et puis l'autre pilier à plus court terme, donc le pilier de gauche est créé à très long terme, le pilier de droite c'est vraiment à très court terme, pour avoir des moyens, pour avoir des moyens financiers, pour faire mieux, pour faire plus vite, il faut être visible. Donc on a décidé de mettre en avant des vitrines, et ces vitrines sont l'équipe de France, ou les équipes de France d'ailleurs, féminines et masculines. David Magnus, et puis on a décidé dès le début de la création de la fédération de mettre en place des événements qui nous rendent petit à petit un peu plus visibles, et je vais y revenir. Alors sur la partie structuration et professionnalisation, la première chose, c'est que je vais vous montrer des photos. Ça paraît un peu peut-être anecdotique, mais on a lancé dès la création de la fédération le projet de création d'un centre national de hockey sur glace, ce qui est quelque chose qui est donc c'était un lieu de pratique, ou un peu notre Marcoussis ou notre Clairefontaine à nous, ce qui est assez ambitieux parce qu'il y a des sports beaucoup plus importants que nous qui ne l'ont pas encore. Le hand est en train de finaliser un projet. Le nôtre est parti déjà, et ça c'est vraiment un projet structurant parce que ça permet d'avoir dans le même bâtiment les sportifs, l'institut de formation, toutes les formations d'entraîneurs, de bénévoles, d'arbitres, et puis l'administration, l'organisation humaine, et donc un espèce d'endroit où tout le monde se rencontre, et donc quand on se rencontre, on est a priori plus efficace parce qu'on échange plus facilement des informations par email. On a lancé un plan patinoire, je disais tout à l'heure, la clé c'est vraiment le lieu de pratique. Un an après la création de la fédération, on a engagé des consultants pour faire l'état des lieux du parc de patinoire français, qui est assez catastrophique, notamment en région parisienne. Et ça a débouché sur le fait qu'en novembre dernier, au Salon des maires, on a présenté un projet de patinoire qu'on a appelé patinoire de développement territorial. Donc on a financé un projet avec d'autres consultants pour développer un concept, une petite patinoire, entre guillemets, compacte, la plus efficace possible en gestion, aussi en économie d'énergie. Enfin, d'économie d'énergie, quand on parle de patinoire, c'est pas tout à fait le bon terme, mais en tout cas en limitant son impact. Et donc maintenant, on fait la promotion de ces patinoires. Et tous les événements qu'on développe, et notamment le championnat du monde, doivent nous servir à promouvoir notre sport et donc la construction de patinoires. Et ça, je le disais tout à l'heure, mais c'est vraiment clé. Il ne vient pas naturellement à l'esprit d'un maire qui n'en a pas de construire une patinoire. C'est pas un truc qui vient tout de suite à l'esprit. Il va d'abord, et ce qui est normal, s'occuper des pratiques sportives les plus importantes. Donc il va regarder un gymnase, il va regarder une piscine, il va regarder un terrain de football, voilà, un terrain de rugby. Mais une patinoire, même s'il se dit j'en ai pas, ça serait pas mal, c'est pas la chose qui est intéressante. On a créé un institut de formation, donc il y a 3 ans maintenant, où on a maintenant 2 permanents. Et l'idée c'est vraiment de structurer. Alors on a commencé par les entraîneurs, parce que c'était quelque chose qui était le plus sous notre contrôle. Donc avant même la création de l'institut de formation, on a remis à plat toutes les formations d'entraîneurs. On y a intégré maintenant la formation des arbitres, parce que c'est quand même clé. Et là maintenant on lance les formations, enfin depuis 6 mois on a lancé les formations pour les bénévoles également. Donc l'idée c'est vraiment de petit à petit tenter d'améliorer notre organisation bénévole, professionnelle, en formant les gens de mieux en mieux. On a réorganisé toute la partie organes déconcentrés. Alors nous, la particularité de notre sport, c'est que vu le nombre de licenciés, il y a des régions où il y a un club, des départements où il n'y en a pas, mais les départements où il n'y en a qu'un. Basse-Normandie, il y a un club de hockey sur glace, il est ici, puisqu'il y en avait un à Cherbourg, mais il n'y a plus de patinoire. Donc difficile pour nous d'avoir une structure traditionnelle comme tous les autres, comme le football par exemple, et de dire
d'avoir une ligue régionale, comité départemental, et d'avoir des activités sportives organisées au niveau ne serait-ce que de la ligue. Voilà, la ligue régionale de Basse-Normandie ne peut pas organiser des compétitions sportives. Il y a un club, ça tournerait vite en rond. Donc on a mis une organisation un peu particulière qui regroupe des ligues régionales et qui organise les compétitions pour la partie sportive, qui organise les projets de développement, mais aussi les activités de compétition à un niveau au-dessus des ligues régionales. Donc voilà, donc on a un découpage par 3 zones en fait géographiques qui regroupent des ligues. Ce qui fait qu'on ne sera pas embêté avec la réforme des régions, puisque en fait ça sera pour nous juste un problème administratif de changer effectivement le nombre de ligues et de les regrouper, mais en termes sportifs ça n'a pas d'impact sur nous. Je pense que pour le football ça va être beaucoup plus compliqué, et ce qui est normal. On a mis en place tout un système de labellisation des clubs. Alors c'est très standard, hein, toutes les fédérations le font, mais on l'a fait donc ça n'existait pas chez nous, donc du début. Donc il y a un label école de hockey, des flyers, enfin voilà tout ce qu'il faut pour recruter, pour faire de la formation également, notamment des arbitres. Et puis on a structuré aussi la pratique loisir. La pratique loisir, c'est quelque chose qui chez nous devient de plus en plus important. Beaucoup de joueurs qui ont arrêté de par leurs études à un âge clé entre 16 et 18 ans reviennent à 25, 30, 35 ans et ont envie de reprendre notre sport. Encore une fois, il y a des sports qu'on peut jouer en loisir sans trop de problème. Le tennis, vous pouvez louer un cours, mais au hockey, c'est un peu compliqué. Donc on a structuré aussi un certain nombre d'activités autour du loisir, avec l'idée de se dire, d'abord, on pérennise la relation avec ces gens dont je parlais, mais aussi, c'est des futurs parents, éventuellement, c'est des futurs bénévoles. Donc ça crée du lien, et ça permet au sport de vivre dans le long terme. Alors je parlais du centre national, voilà à quoi ça devrait, je ne sais pas si vous voyez d'ailleurs, mais je sais pas si vous voyez. On voit ici à droite, en fait, ça va être une patinoire, donc en fait une double patinoire, il y a une salle de 3000 places et une salle d'entraînement. En fait aujourd'hui ça ressemble plutôt à ça, à un chantier, hein, mais c'est pas très grave. Donc le chantier a commencé en novembre dernier et se finira en novembre 2016. Donc une salle de 3000 places, plus une salle d'entraînement, notre siège. Donc on transférera notre siège administratif, notre siège social dans ces locaux. On va y installer un pôle féminin permanent, un pôle masculin, masculin moins de 18 ans. Pôle féminin, on en a déjà créé un il y a 5 ans maintenant à Chambéry. Et d'ailleurs ça participe à la progression assez importante du hockey féminin et de la performance des équipes de France. Cet équipement sera utilisé aussi par le club de hockey résident de Cergy-Pontoise. Et pour vous donner un ordre d'idée, le projet c'est un coût de 43 millions. Je disais que notre budget à nous c'est de 5 millions, donc autant dire qu'on n'avait absolument pas les moyens de le financer. Et on a réussi un petit tour de force, on est assez fiers de nous, on fait un peu les malins, à se faire financer et à ne sortir aucun montant d'investissement. Donc on sera locataire en fait pour les locaux qu'on utilisera à plein temps et pour les heures de glace. Et c'est en fait la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise qui est maître d'ouvrage de ce projet. Donc je disais, ça paraît un peu quand on est à l'extérieur d'une fédération, ça paraît pas prioritaire. Mais encore une fois, faire travailler dans le même endroit l'ensemble des acteurs de votre sport, c'est vraiment important. C'est-à-dire faire en sorte que, par exemple, les gens, c'est aussi bête que ça, les gens de la communication rencontrent les athlètes facilement, ce qui n'est pas toujours simple, surtout quand ils jouent à l'étranger. Faire en sorte que les gens qui font la formation puissent rencontrer effectivement la formation se fasse par exemple à côté de l'endroit où se trouve le matériel des équipes nationales, ce qui sera le cas. Voilà, donc il y a toute une synergie qui se met en place et qui est assez efficace, et à ce titre, par exemple, Marcoussis pour le rugby, c'est assez phénoménal, puisqu'ils ont aussi ils ont intégré dans leur concept le fait que leurs partenaires viennent dans leurs locaux faire leurs réunions et rencontrent les athlètes. Enfin, c'est assez. Nous, on sera loin de ça parce qu'on n'aura pas les mêmes moyens et c'est pas la même structure, mais voilà, c'est un premier pas en tout cas très structurant pour notre sport.
Et puis c'est un peu symbolique, parce que ça établit un peu notre sport comme un sport important. Encore une fois, je parlais du hand. On a rencontré il n'y a pas très longtemps nos homologues du hand, et c'est là qu'ils se demandent comment on a fait. Et du coup, voilà, vis-à-vis de certaines autorités, notamment publiques, ça donne une espèce d'assise un peu solide à un sport comme le nôtre. Alors le deuxième pilier qui sont les vitrines. L'idée, c'est vraiment faire en sorte que, à court terme, notre sport soit visible. Alors j'ai dit tout à l'heure, il a des caractéristiques, pour ceux qui l'ont vu, il a des caractéristiques spectaculaires. Je connais peu de gens qui sont sortis d'une patinoire voir un match de hockey et qui sont partis en disant « ouais, c'est nul ». Enfin, j'en connais pas. S'il y en a dans la salle qui se lèvent, n'ayez pas peur. Non, mais donc il y a ce côté spectaculaire de notre sport. Donc on s'est dit, avant que l'équipe de France soit championne du monde, il va se passer un peu de temps. On est sur des cycles de formation, je le disais, on prend les enfants à 4 ans, on est un sport où avant d'être performant, avant de commencer à penser à jouer collectivement, c'est-à-dire à faire des passes, à utiliser les bases du sport co, il faut avoir oublié ses jambes et il faut ne pas penser à ses patins. Et donc ça c'est très compliqué, entre guillemets, même si on essaie de le rendre naturel, mais c'est compliqué. Donc du coup on est dans des cycles de formation qui sont assez longs. Et donc, bouleverser la hiérarchie mondiale, c'est pas très simple. On peut pas prendre un sportif comme ça. J'ai vu l'autre jour que quand le hand a gagné son, je sais plus combien de titre mondial, le frère de Nikola Karabatic, Lucas, je crois, a commencé le hand à 17 ou à 18 ans. Il est en équipe de France, il est champion du monde, champion olympique. Le hockey sur glace, c'est impossible. Il n'y a pas un seul exemple d'un joueur de hockey qui soit venu à notre sport et qui soit devenu à 15 ans ou à 16 ans, qui soit devenu international ou professionnel. Ça n'existe pas. Donc on est sur des cycles très longs. Donc quand on sait que forcément l'impact de la performance sportive sur la médiatisation d'un sport, et qu'on sait que avant d'être médaillé, il va se passer beaucoup de temps, ben on s'est dit qu'il faut qu'on amène nous sur le territoire français des événements qui est le meilleur du hockey possible pour que les gens le rencontrent, voient notre sport dans les meilleures conditions et que ça aide à le populariser. Alors sur les équipes de France, on a investi beaucoup dès le départ. Donc je disais, on a créé un pôle féminin à Chambéry. On a aujourd'hui une équipe de France moins de 18 ans féminine, l'équipe de France senior. L'équipe de France moins de 18 ans féminine fait partie du top 8 mondial. Depuis, ils ont excédé dans un championnat du monde en janvier dernier. Et l'équipe de France féminine senior, qui joue d'ailleurs son championnat du monde en avril prochain à Rouen, et aujourd'hui 14e mondiale. Et l'ambition, c'est qu'elle puisse à terme monter dans le groupe mondial, dans le meilleur groupe mondial, puisque le hockey sur glace, c'est par division. Hein, c'est pas comme, on se qualifie pas, il n'y a pas des tournois de qualification pour aller au championnat du monde. C'est comme un championnat national. En fait, on passe d'une division à l'autre. Donc elle est au 2e niveau. Et puis l'ambition, c'est qu'elle se qualifie pour les jeux, pour les prochains jeux. Quant à l'équipe de France masculine, vous avez vu quelques exemples. L'équipe de France a énormément progressé. On était 21e mondial à la création de la fédération. On est aujourd'hui 12e. L'équipe de France a fait un quart de finale l'année dernière. On a des joueurs qui jouent maintenant, la moitié de l'équipe de France joue à l'étranger dans les plus grands championnats, y compris en NHL, en Suisse, en Allemagne, en Suède, en Finlande, en République tchèque, en Russie. Donc voilà, c'est une équipe qui est en pleine progression. Et on a vu, nous, que quand l'équipe de France a fait une performance l'année dernière au championnat du monde, on a une petite fenêtre médiatique qui s'ouvre, qui ne s'ouvrirait pas sans ça. Ce qu'on a fait aussi très vite, c'est dès la création de la fédération, on a organisé la finale de la Coupe de France à Bercy et on remplit Bercy tous les ans. On est à guichet fermé, ça fait 14 000, un peu moins de 14 000 personnes. Pour le hockey, c'est 13 464, je crois, la jauge maximum pour du hockey à Bercy, dans la configuration de Bercy aujourd'hui. Et on est à guichet fermé tous les ans, ce qui est, pour un sport de 20 000 licenciés, ce qui est plutôt une performance, très honnêtement. Et puis on a créé avec un autre produit
avec la Ligue Magnus et les clubs de Ligue Magnus, un produit qu'on a appelé la Winter Game. Le Winter Game, en bon français, c'est quelque chose qui se fait aux États-Unis depuis quelques années. Ils appellent ça le Winter Classic. En fait, leur idée, c'était de remettre le hockey sur glace à l'extérieur, en plein air. Et donc, ils font des matchs dans des stades de baseball essentiellement, ou des matchs de football américain. Et nous, on a créé donc en 2013 le premier événement. On l'a fait au Stade des Alpes avec le club de Grenoble. Et on a rempli le Stade des Alpes sur 20 000 personnes, donc ce qui est une très bonne performance. Et voilà, un événement comme ça, par exemple, nous a permis, entre autres, de signer avec l'équipe 21 et d'avoir le meilleur des matchs de hockey sur glace en direct, en gratuit, sur l'équipe 21. Parce que cet événement les a intéressés, donc du coup on a pu négocier l'ensemble des matchs importants de hockey. Et puis la dernière vitrine, dans l'esprit de ce que je disais tout à l'heure, c'était amener le meilleur du hockey mondial en France, d'où le projet de championnat du monde, je vais y revenir tout à l'heure. Ça c'est le logo du Winter Game. Et puis l'autre chose importante, c'est la Ligue Magnus. Je le disais, la Ligue Magnus, c'est un championnat géré par la fédération aujourd'hui. Le hockey sur glace français a eu pas mal de péripéties financières dans les années 90 et début des années 2000. On a essayé de redresser ça. On a mis une commission de contrôle en place en 2000. On a mis un salary cap en 2000. Je crois qu'on était le premier sport français à mettre un salary cap. On a mis un certain nombre de choses en place. Maintenant, ce championnat est stable. Il y a toujours des problèmes, mais globalement, il est stable. Petit à petit, il se développe. Il est de plus en plus compétitif et les budgets sont en augmentation. Un budget moyen aujourd'hui en Ligue Magnus, c'est 1 550 000. Le plus gros, c'est 2,7 millions. Pour un sport qui n'est pas médiatisé, qui a très peu médiatisé au niveau national et qui n'a pas de recettes de droits de télé, c'est plutôt une bonne performance. Et donc l'idée, c'est de structurer ce championnat parce que la base de développement d'un sport collectif, c'est forcément les clubs. Je vais y revenir. Alors la Ligue Magnus, ce qu'on a fait, ça va, je ne vais pas trop vite, c'est bon. Vous n'avez pas de questions, non, c'est bon, ou après? Ok, après. Alors, ce qu'on a essayé de faire, en fait, c'est vraiment de réfléchir à comment développer la Ligue Magnus, comment en faire à terme une ligue professionnelle. Et on s'est dit, à court terme, on va raisonner, bien que ce championnat soit géré par nous, on va raisonner comme si c'était une ligue professionnelle. Donc ça veut dire que on raisonne comme un produit. Donc on a créé un site internet dédié, on a créé un logo spécifique, on a mis en place un certain nombre de mécanismes avec les clubs, et on raisonne, y compris financièrement, comme si elle était une ligue indépendante. L'idée, c'était effectivement de commencer des travaux avec les clubs avant qu'il y ait des enjeux financiers. Si vous regardez la façon dont les clubs des ligues professionnelles françaises se sont créées, elles se sont toutes créées sur un rapport de force qui est assez simple. Le jour où les clubs se sont développés suffisamment financièrement, ils ont été voir leur fédération en disant globalement, vous ne connaissez rien, nous on sait faire du professionnalisme, vous êtes des amateurs, on veut se débrouiller tout seul. Mais c'était déjà quand l'économie était déjà relativement développée. Et c'est l'économie qui génère le rapport de force. En tout cas, qui le permet. Donc on s'est dit, on va essayer d'être intelligent, on va essayer, en anticipant un certain nombre de problématiques avant que les enjeux financiers soient trop importants. Des problématiques comme la représentation des joueurs issus de la formation française dans les équipes, par exemple. Et quand il y a beaucoup d'argent sur la table et que les enjeux sont importants, c'est le problème qu'a le rugby en ce moment, vous avez des présidents de clubs qui forcément disent moi, je m'en fous de savoir si l'équipe de France porte bien, moi je mets de l'argent sur la table, je veux que mon entreprise soit performante. Donc on a essayé d'anticiper ça. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a engagé des consultants en 2011, on a créé 4 groupes de travail. Ils ont fait d'abord toute une étude de benchmarking avec les autres ligues professionnelles françaises, le hockey sur glace en Europe. On a présenté ça au club et on leur a proposé de créer 4 groupes de travail, un sur l'organisation sportive, un sur le marketing, un sur la formation et les ressources humaines, et un sur l'accompagnement fédéral, c'est-à-dire comment la fédération pouvait accompagner ce projet. Et de ça est sorti un projet de structuration. Il y a des prérequis qu'on a mis en place pour ce. Alors ça fait une longue liste, mais je vais en prendre quelques-uns, mais pour montrer l'état d'esprit dans lequel on a travaillé. On a essayé de travailler, ce projet il se travaille sur le long terme, on a mis en douceur parce qu'en fait il est lié forcément à l'équilibre économique. On ne peut pas se mettre trop vite, trop
trop fort parce qu'il peut y avoir des ruptures chez certains clubs qui ne peuvent pas suivre le mouvement. C'est un peu ce qu'a connu le hockey sur glace dans les années 90. En fait, dans les années 90, en 95 ou 96, il y a un fou furieux qui est allé voir les autres clubs, on dit j'ai de l'argent, on va créer une ligue pro. La fédération les a laissés faire. Et 4 ans après, sur les 10 clubs de la ligue professionnelle, entre guillemets, il y en avait 9 qui étaient en cessation de paiement. Donc voilà. Donc l'idée, c'est d'aller doucement et progressivement. D'avoir des solutions globales qui intègrent aussi et qui regardent l'ensemble de la structure du hockey, pas seulement la Ligue Magnus, mais de voir comment le reste en dessous se structure en harmonie. Parce qu'on ne peut pas déconnecter le haut de la pyramide du reste, parce que le jour où vous avez un problème en haut, si vous avez 14 clubs en haut, ce qui est le cas de la Ligue Magnus, s'il y en a 2 qui ont un problème financier ou des changements structurels, si vous n'avez pas préparé la relève en dessous, vous avez un gros souci. C'est ce qui se passe par exemple en Allemagne, la Ligue allemande a ce type de problème. Il n'y a pas de lien entre la Ligue professionnelle et l'amateur. Régulièrement, quand ils ont des problèmes avec un club pro, ils sont obligés de renégocier des contrats avec tout le monde. Ils sont obligés d'aller quémander à un club amateur de monter en pro. Donc forcément, le rapport de force n'est pas favorable. Privilégier un modèle collaboratif. Donc c'est pour ça qu'on y associe tout le monde, y compris les clubs qui ne sont pas des Ligues Magnus. N'envisager la ligue professionnelle qu'à moyen terme, ça c'est important. C'est-à-dire que ce qu'on s'est dit, c'est l'enjeu, c'est pas que la ligue soit une ligue professionnelle indépendante. Ça le sera à un moment donné, mais l'enjeu, c'est que tout soit fait pour qu'elle puisse l'être. L'enjeu, c'est pas de dire demain, allez, on crée une ligue. L'enjeu, c'est de dire quels sont les critères à atteindre pour que la Ligue Magnus devienne une ligue professionnelle. Donc il y a un certain nombre de critères structurels, financiers, qu'on a listés. Et c'est lorsqu'on aura atteint ces critères-là que naturellement, on pense naturellement, on basculera vers une structure juridique différente. Mais on aura mis en place tous les prérequis en avance. Donc voilà. Et puis, si la dernière chose, c'est considérer qu'il y a des chantiers prioritaires, et la formation en est un. Il n'y a pas de stabilisation ou de stabilité d'un sport dans le long terme si vous ne formez pas régulièrement des joueurs. C'est-à-dire qu'on peut faire du professionnalisme en allant chercher les meilleurs dans le monde, à condition qu'on en ait les moyens. Mais à un moment donné où vous êtes forcément, il y a des phases dans un développement économique, vous pouvez avoir un autre championnat qui devient plus fort économiquement. C'est ce qui est en train de se passer avec le football et la ligue anglaise, qui ont récupéré des sommes phénoménales en droits de télé, donc qui risquent d'attirer les meilleurs joueurs de la planète. Donc du coup, si vous-même, vous n'avez pas créé un système de formation, le jour où ce changement de pôle économique se passe, et il se passera toujours, votre système s'écroule parce que vous n'avez plus les moyens d'avoir les meilleurs joueurs. Et donc vous perdez une stabilité économique. Donc la formation est une clé essentielle. Donc on a créé un logo, donc c'est anecdotique, mais voilà. On a créé un logo, un site internet, on a fait un certain nombre de choses. On a mis en place un cahier des charges progressif sur 6 saisons, et je vous ai mis là quelques exemples de ce que contient ce cahier des charges. Alors, il y a certains éléments. Voilà, alors c'est un peu ce que voilà, le football a le mécanisme de licence club. Alors la différence avec le football, c'est que dans les licences club, on a des points quand on fait un certain nombre d'actions, et ces points aident à déterminer le montant financier que la Ligue reverse. Nous, on n'a pas d'argent à verser, donc c'est un peu différent. C'est toujours plus compliqué quand on n'a pas d'argent. Quand on a d'argent à donner, la négociation avec les clubs se passe toujours bien, ou mieux en tout cas. Nous, on n'a pas d'argent à redistribuer. Donc, on a des efforts à leur demander, on investit pour les accompagner, mais il n'y a pas d'argent. Là, c'est vraiment, il y a certains critères qui sont carrément obligatoires à une certaine date. Je pense au passage en société. Juin 2016, l'ensemble des clubs de Magnus doivent être en société. Celui qui ne sera pas en société ne pourra pas être en Ligue Magnus, par exemple. Et SASP, obligatoirement? Non, maintenant le Code du sport permet un certain nombre de formes juridiques, donc on n'a pas bloqué sur une forme particulière. Donc il y a des critères obligatoires, et puis il y a des critères qui, dans le temps, vont bouger un petit peu. Alors, on a travaillé sur le sportif. Aujourd'hui, il y a 14 équipes. À partir de la saison 2016-2017, on va réduire à 12 équipes avec un double aller-retour, donc on va augmenter le nombre de matchs. D'abord parce que on est dans un sport où on peut répéter l'effort. On sera au même niveau que les ligues européennes importantes. Et puis aussi, comme une partie des ressources, une grosse partie des ressources est locale chez les clubs, la multiplication d'événements doit aider au développement économique.
On a renforcé la règle des JFL, je parlais de formation tout à l'heure, de joueurs formés localement. Tant que ça tient au niveau européen, on va rester arc-bouté à cette règle. Donc on a obtenu de la part des clubs une augmentation régulière du nombre de joueurs formés localement sur leur feuille de match, sur les feuilles de match à chaque match. Globalement, c'est la moitié de l'effectif. Donc 50% de l'effectif. Il y a 22 joueurs sur une feuille de match de hockey sur glace. 11 joueurs en Ligue Magnus doivent être formés localement. Structure, donc les clubs, je disais, les clubs doivent être en société sportive. On a un certain nombre d'exemples et effectivement, les clubs qui sont aujourd'hui les plus avancés économiquement en hockey sur glace sont des clubs qui sont en société sportive. Aussi pas seulement pour des raisons économiques, mais pour la raison dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire quand on veut développer quelque chose, il faut y passer du temps. Et quand on sépare la partie professionnelle ou semi-professionnelle de la formation, on a des gens qui se focalisent d'un côté sur le côté professionnel et qui ont envie de s'y investir, et des gens qui se focalisent sur la formation. C'est pas toujours les mêmes personnes, c'est pas toujours les mêmes profils, les mêmes centres d'intérêt. Et du coup, on obtient plus de performance parce que ça n'empêche pas les problèmes, hein, mais les gens sont dédiés à quelque chose qui les intéresse. Et l'autre intérêt aussi, c'est qu'en séparant les deux, on protège la formation quand le professionnel a un problème économique, ce qui est quand même pas anodin. On est un sport où on a eu beaucoup de problèmes de ce type. Un club comme celui de Caen, par exemple, a liquidé en 2001, je crois, la dernière fois. Ils étaient montés très haut en 2002, ils étaient montés très haut, et puis voilà, à un moment donné, un problème économique, et tout le système s'écroule. Donc en séparant les deux, on protège aussi la formation avec des modes de financement très, très pointés sur la formation. Alors que quand tout est dans une même entité, parfois ça jongle un peu avec les chiffres. Et puis les clubs vont être obligés d'avoir une structure professionnelle minimum pour jouer en Ligue Magnus. Ils vont tous avoir besoin d'un manager général ou un directeur général. Ils vont avoir besoin d'un directeur marketing, ils vont avoir besoin d'une secrétaire, ils vont même avoir besoin d'un entraîneur et d'un entraîneur adjoint interne. Donc en fait, on les oblige à mettre une partie de leurs moyens sur la structure et pas seulement sur les joueurs. Parce que naturellement, et c'est normal, on essaye d'optimiser au mieux son équipe quand on est dirigeant d'un club sportif, en tout cas avec une équipe qui joue à un certain niveau de compétition. Donc on essaye de mettre tous les moyens possibles sur son équipe senior. Et là, on va les obliger petit à petit, par étape, à mettre une partie de cet argent et peut-être sacrifier à un moment donné la qualité sportive pour investir en sportif. Je parle de labellisation. En fait, il y a plusieurs degrés de cette labellisation. À terme, ils auront tous l'obligation de répondre au plus haut degré de labellisation sur la formation. Ça va prendre du temps, parce que aujourd'hui, on a par exemple Morzine qui est en Ligue Magnus. Morzine, il n'y a pas de lycée à Morzine. Donc, faire un centre de formation professionnelle à Morzine, c'est pas possible. Mais on peut imaginer que Morzine s'allie avec un autre club pour monter une structure. Donc voilà, donc étape par étape aussi, ils vont être obligés de répondre à ces critères-là. Et puis sur le marketing, on a fait pas mal on a bougé pas mal dans ces 2 dernières années. En dehors de créer un site internet, des pages Facebook et des comptes Twitter spécifiques, on a passé un accord, on a créé une web TV avec l'équipe. En fait, on a passé un accord global avec le groupe L'équipe. Un accord en 2 parties, un accord avec l'équipe 21, donc je disais, où en fait l'équipe 21 montre le meilleur des événements du hockey français, la finale de la Coupe de France, le Winter Game, quelques matchs de l'équipe de France, la finale de la Ligue Magnus. Et puis, à côté de ça, on a créé avec l'équipe, et c'est co-investi avec eux, donc ils financent à 50%, on a créé une web TV sur le site l'équipe.fr. Alors il faut le trouver, c'est pas en première page, on se bat pour ça, mais c'est un peu compliqué. Mais en tout cas, sur l'équipe.fr, à chaque journée de Ligue Magnus, il y a un match en live. Et qui est un investissement qu'on fait en commun. On a mis en place une charte marketing avec les clubs, qui se met en place à partir de septembre prochain, dans lequel on charte les maillots, on charte les surfaces de glace, on charte les balustrades. Donc en fait, l'ensemble des visuels liés à la Ligue Magnus vont être chartés et vont être cohérents. Et puis on a obtenu des clubs de mutualiser, de mettre en commun un certain nombre de supports. Le rond central, un panneau balustrade, le casque des joueurs. Et on a choisi une agence et on est en train de chercher des partenaires
pour financer à terme la Ligue Magnus. Donc voilà, ça c'était aussi une étape importante, parce que je disais tout à l'heure, sans ressources financières spécifiques, à un moment donné, la bonne volonté ne suffit pas. Donc voilà, donc sur la Ligue Magnus, c'est vraiment un projet dans le temps, un projet clé pour nous, parce que, encore une fois, je parlais du hand tout à l'heure, on le voit, parfois c'est l'équipe de France qui tire la Ligue, ce qui est le cas avec le hand, clairement. C'est l'équipe de France, les performances de l'équipe de France qui permettent à la Ligue de hand de se développer. Parfois, c'est aussi l'inverse. C'est le fait que le sport est développé et structuré qui amène la performance de l'équipe nationale et qui permet à l'ensemble du système de bien vivre. Donc l'idée, c'est vraiment pour nous d'avoir l'équipe de France performante, avec aujourd'hui beaucoup de joueurs qui jouent à l'étranger, encore une fois, dans des championnats plus performants et surtout économiquement. Les rapports de salaire, les joueurs de hockey, je ne l'ai pas dit, mais un joueur de hockey en France, c'est un smicard, clairement. La moyenne de salaire d'un joueur de hockey en France, c'est moins de 20 000 euros par an, net. Donc voilà. Ça veut dire qu'il y en a qui sont au-dessus, ça monte à 60, 70 000, et il y en a qui sont proches de zéro. Donc voilà. Donc on a beaucoup de chemin à faire sur la professionnalisation et pour tout développer. Alors le deuxième sujet un peu clé en termes de visibilité, c'est 2017. Là, c'est une photo au championnat du monde il y a 2013. Le dernier match de championnat du monde, c'était France-Allemagne. Donc on a fait une photo avec les deux équipes. Bon, l'équipe de France avait perdu, donc ils n'étaient pas très contents de se faire photographier. Les joueurs n'étaient pas très contents de se faire photographier avec l'équipe d'Allemagne, mais bon, c'était pas très grave. Donc là, c'est la photo, vous la voyez peut-être mal, mais c'est la photo de Bercy rénovée. Peut-être que Bercy sera en novembre prochain. Alors, on a fait une co-candidature, ce qui est en fait la première co-candidature de l'histoire d'un championnat du monde de hockey sur glace. En général, enfin, jusqu'ici, en fait, c'est un pays qui l'obtenait. Ensuite, d'ailleurs, en tout cas pour la Suède et la Finlande, une fois l'avoir obtenu séparément, ils ont regardé comment travailler ensemble, mais c'est la première fois qu'il y avait une co-organisation proposée, et donc il a fallu faire changer les règles de la Fédération internationale. Ça a pris un peu de temps, mais donc on a obtenu ce championnat du monde en 2013. Alors pourquoi une co-organisation ? Il y a plein de gens qui nous disent ouais, vous auriez dû le faire tout seul. Pourquoi vous partagez, sachant que les demi-finales et la finale seront en Allemagne et pas en France. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le fait de partager en deux, d'abord nous on pense que le hockey français n'est pas mature pour organiser un championnat du monde tout seul. C'est aussi simple que ça. Vous verrez des chiffres tout à l'heure et vous comprendrez. On n'est pas assez développé aujourd'hui pour gérer un championnat du monde. Donc il nous paraissait plus logique de passer une étape et en faire un demi. Le dernier championnat du monde de hockey sur glace organisé en France, c'est 1951. Donc vous n'étiez pas né. Moi non plus. Et l'anecdote, c'est qu'on a un dirigeant de la fédération dont le papa était l'organisateur. C'est un monsieur qui a 75 ans, donc c'était son papa qui était l'organisateur du championnat du monde de 1951. Le dîner de gala avait lieu dans le salon de son appartement. Il y avait 33 personnes. Le dîner de gala du championnat du monde qu'on va organiser, il y aura 450 personnes, juste pour donner une petite échelle. Donc on est passé dans un monde différent. Donc voilà, donc il fallait pas prendre de risques. Et le fait de séparer en deux, simplement l'équipe d'Allemagne joue en Allemagne, l'équipe de France joue en France. Donc ça veut dire qu'on peut optimiser le nombre de spectateurs par salle, puisqu'il y a plus de... Si on avait organisé nous-mêmes, par exemple, sur les deux poules, il y a une poule où il n'y aurait pas d'équipe locale, donc moins attractif pour le public. Donc il y a cet effet-là. On voulait apprendre des Allemands, ils l'ont organisé en 2010, ils ont fait un carton. Ils ont organisé le match d'ouverture dans le stade de football de Schalke. Ils ont mis 78 500 personnes pour regarder un match de hockey sur glace. C'est quand même assez phénoménal. Et je dis tout à l'heure, le hockey en Allemagne est beaucoup plus développé qu'en France. Pour limiter le risque financier, parce qu'il n'est pas question qu'on perde de l'argent. Et donc, quels objectifs on a et pourquoi on a voulu porter un championnat du monde ? Je dis tout à l'heure, c'est amener en France le plus beau possible hockey français, le plus
beau hockey possible, ça je l'ai dit, le plus beau hockey possible pour attirer l'œil sur notre sport. Donc c'est un vrai outil de développement. Notre objectif, c'est pas le championnat du monde lui-même, mais c'est ce qu'on fait avant et ce qu'on fera après. Et puis il y a tout un projet derrière de fédérer l'ensemble de la famille du hockey. Je vous en parler un peu rapidement derrière, mais on a déjà fait un certain nombre d'investissements. On va avoir toute une campagne qui commence à partir de septembre prochain pour intégrer l'ensemble des clubs français et des supporters dans le projet. On va se balader sur le territoire français avec des partenaires pour faire parler du hockey. On a signé un partenariat avec le groupe Décathlon cet été pour 4 ans. On va aller faire des actions dans les décathlons avec des patinoires mobiles, etc. etc. Donc l'idée, c'est vraiment de promouvoir le hockey. L'idée, c'est pas juste de faire un championnat du monde et d'essayer de performer sportivement et financièrement, mais c'est vraiment utiliser le championnat du monde et les moyens qu'il nous donne financièrement pour faire parler du hockey avant et mieux structurer les choses. Alors, le championnat du monde, voilà, il sera organisé donc en mai 2017. C'est 16 pays, 2 groupes de 8, ça fait 64 matchs, ce qui fait beaucoup, en un peu plus de 2 semaines. Donc il sera à Cologne et à Paris. À Cologne, la Naxos Arena, c'est 18 500 places pour le hockey. Donc c'est la plus grande d'Europe. On espère 650 000 spectateurs au total, pour 1 milliard de téléspectateurs. Donc c'est devenu un événement, c'est le plus grand événement de sport d'hiver en dehors des JO. Donc c'est un gros événement hein, c'est pas comparable avec la Coupe du Monde de foot, mais c'est devenu un gros événement. Il y a 1200 accrédités à peu près, et pour un budget de 25 millions d'euros pour l'ensemble du championnat. À Paris, alors là, c'est par exemple juste la photo c'est l'hôtel de la ville de Paris, je ne sais pas si vous le savez, ils ont une patinoire mobile tous les ans. Donc typiquement, par exemple, on a un accord avec la ville de Paris, on va aller faire des animations qui sur glace là-dessus. À Paris, le championnat du monde, donc ça sera la moitié, 8 équipes, donc on va faire 30 matchs du 5 au 19 mai. Donc ça fait beaucoup de matchs déjà. Donc nous, on remplit une fois par an Bercy. Et là, l'objectif, c'est de le remplir une fois tous les ans. Là, c'est de le remplir 30 fois en 2 semaines. Donc il y a un petit challenge. 350 bénévoles, et notre partie du budget, c'est 11,5 millions. Encore une fois, notre budget de fonctionnement, c'est un peu plus de 5 millions. L'objectif pour financer ces 11,5 millions, c'est de faire un peu plus de 8 millions de billetterie. Donc, 8 millions de billetterie en hockey sur glace, c'est un truc qui n'a jamais été fait en France. Donc, j'ai un directeur marketing qui dit en rigolant, oublie que tu n'as aucune chance, fonce. C'est un peu ça. Et 1,8 million de subventions. Donc on a déjà 1,2 million d'actés avec l'État et pratiquement le reste acté avec la ville de Paris et la région Île-de-France. On a créé une association dédiée pour ça, donc pour faire en sorte de gérer ça à part, et notamment d'avoir moins de dirigeants et moins d'inertie dans les prises de décision. Et puis aussi pour isoler financièrement, même si la fédération en sera responsable du compte, mais pour au moins identifier les choses plus clairement. Et donc je suis directeur général des 2 structures. On a engagé un directeur marketing et vente déjà il y a un peu plus d'1 an, parce que l'idée, encore une fois, pour nous, c'était de prévoir le plus en amont possible des actions de visibilité et de popularisation de notre sport, qui, donc, comme je disais, commence en septembre prochain. Ça nous a permis d'engager une agence de relations presse qu'on n'avait pas, une grosse agence de com qu'on n'avait pas les moyens de se payer avant. On a une agence spécialisée en billetterie qui nous accompagne. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme prestataire? Enfin voilà, on a été chercher des prestataires qu'on n'avait pas les moyens de financer avant, mais qu'on peut financer avec ce budget-là. Alors en fait, le diffuseur est déjà signé par la Fédération internationale, puisque tous les droits du championnat du monde sont captés par la Fédération internationale. On ne peut se financer que par la billetterie et par l'hospitalité. Tout le reste, y compris le merchandising, ne nous appartient pas. Et ils ont signé avec le groupe Canal. C'est Canal qui diffusera le championnat du monde 2017. Et puis, voilà, on est en plein, j'ai ouvert un poste il y a 10 jours, on est en plein recrutement d'un directeur ou directrice opérationnelle, quelqu'un qui va gérer toute la partie logistique et structurelle, donc les ressources humaines et l'organigramme de tous les gens qui vont délivrer l'événement. Donc, le recrutement est en cours, et puis après, à la rentrée prochaine, on va commencer à recruter des bénévoles, et aussi toutes les autres fonctions dont on va avoir besoin, en bénévoles, en salariés ou
en prestataire. Je fais une petite pause. Une petite vidéo. C'est la vidéo de notre candidature en fait. On voit les deux villes, ça c'est Cologne. Candidature, il y avait deux concurrents À l'origine, en fait, il y avait quatre pays. Danemark, Lettonie, Allemagne, France. Donc on a déposé notre candidature comme ça au départ, parce que le règlement n'avait pas été changé, et aussitôt que le règlement a été changé, on a annoncé officiellement qu'on partait à deux. Et du coup, un an après, les Lettons et les Danois, s'apercevant que notre co-candidature faisait des effets, on fait aussi de co-candidature. C'était des images de la Coupe de France à Bercy. Pas ça. Donc il a vraiment fallu qu'on pousse l'idée de, parce que c'était pas évident pour les gens qui votent sont les autres fédérations, que effectivement on ferait un seul tournoi et que ça serait pas deux tournois différents, parce qu'on a des obligations encore une fois dans le cahier des charges. Quelqu'un qui rentrera dans la patinoire de Cologne, enfin dans la salle de Cologne ou dans la salle de Paris, doit avoir l'impression d'être dans le même pays. Ça doit être la même déco, ça doit être le même protocole d'ouverture de match, etc. Et c'est déjà pas facile de travailler avec des entités différentes au sein d'un même pays. Donc travailler avec une entité différente d'un autre pays, même si on est amis, c'est pas simple. Forcément, c'est pas simple. Les marchés sont différents, la maturité de l'organisation est différente, les problématiques sont différentes, donc on a beaucoup de discussions, on passe beaucoup de temps à ajuster notre stratégie, mais c'est une expérience intéressante. Pour faire, je parlais du nombre de spectateurs, un dernier chiffre pour vous donner une image. Donc la jauge de Bercy restera à peu près autour de 14 000 places pour le hockey. Même si les sièges vont être rénovés, les espaces de réception, enfin la salle va être splendide. Pour atteindre notre équilibre financier, si tant est que le reste, qui sont des sommes beaucoup plus minimes, soit respecté, il faut qu'on fasse un taux de remplissage moyen d'un peu plus de 60%. Ce qui est déjà très important, sachant que 30 matchs en un peu moins de 2 semaines, ça veut dire qu'il y a des journées où on aura 3 matchs dans la journée. Midi, 16h, 20h. Donc il y a 3 journées à 3 matchs. Un match à midi ou à midi 15 exotique, en tout cas pour le public français, je sais pas, Kazakhstan, Lettonie, on va avoir du mal à le vendre. Donc ça veut dire qu'on a un vrai challenge. Mais on est persuadé que le risque vaut la peine. Et on le voit d'ailleurs parce que depuis qu'on a lancé ce projet, effectivement, on a pu signer avec des nouveaux partenaires qui n'étaient pas jusque-là, qu'on avait du mal à déclencher. On a signé avec une marque de voiture il n'y a pas longtemps, on a signé avec Air Canada il n'y a pas longtemps, on a une discussion avec d'autres partenaires en ce moment, et ce projet de championnat du monde amène un dynamisme qui est vraiment clé. Et c'est toute l'importance de l'événementiel sportif. Il peut avoir de l'importance dans certains sports pour générer des ressources financières, faire du profit. Mais il y a un vrai intérêt qui est de dynamiser l'image du sport, augmenter sa force de pénétration dans des réseaux, j'en parlais au départ, et lui donner une position plus importante, plus statutaire, notamment pour un sport comme le nôtre. On a beaucoup de gens qui nous disent c'est incroyable, un sport petit comme le vôtre, vous remplissez Bercy tous les ans par exemple. Il y a des sports qui ont du mal à le faire. Donc voilà, ce type de choses qui sont, à condition qu'on réussisse, ce type de choses
peuvent être des déclencheurs. Alors ça ne va pas bouleverser le hockey français, il ne va pas y avoir d'un seul coup 100 patinoires qui vont se créer, on ne va pas avoir des afflux de millions, mais ça fait passer des étapes. Et donc l'événementiel a ce type d'intérêt. En tout cas au niveau national, c'est sûr. Au niveau local, pour un club aussi. Et ça permet aussi de véhiculer l'image. Si effectivement on a comme objectif de faire en sorte que les participants, qu'ils soient sportifs, médias, spectateurs, repartent avec le sourire et la banane, et qu'ils associent un moment de plaisir avec notre sport. Et ça, c'est indispensable aussi. Donc on le fait déjà à la Coupe de France, on essaye c'est très nord-américain, mais on essaye de faire en sorte que de la queue pour rentrer dans la salle, jusqu'au moment où les gens sortent, il soit toujours passé quelque chose. Donc on a des acteurs par exemple qui viennent ou des mascottes qui viennent dans la foule animer l'extérieur, on a de la musique, des gens qui se baladent, qui font de la musique, on a des clowns, on avait des gens par exemple la dernière fois déguisés en de faux agents de sécurité qui plaquaient les gens contre les murs, des choses comme ça. Ils ont failli se faire casser la figure par les vrais agents de sécurité d'ailleurs. Mais voilà, l'idée c'est de faire en sorte que quand les gens viennent voir du hockey sur glace, en tout cas c'est ce que nous on essaye de faire dans les événements concrets, quand ils repartent, ils se disent waouh, c'était vachement sympa. Quelle que soit la qualité du spectacle sportif, il y a bien une chose dont on n'est jamais sûr, c'est que le match va être de qualité. Cette personne peut le prédire. Par contre, tout ce qu'il y a autour, on peut l'organiser. Et donc c'est ça la démarche. Et au championnat du monde, c'est exactement ça qu'on va faire. On va essayer de faire un beau village fan à côté avec des groupes qui jouent en live, etc. On va essayer de faire en sorte que les bénévoles soient souriants. Et on va essayer d'animer Paris, puisqu'on a la chance d'être suivi par la ville de Paris. Mais voilà, pour créer une expérience et vraiment que les médias, par exemple, qui ne s'intéressent pas du tout à nous, France Télévisions, par exemple, Stade 2, par exemple, qu'au moins ils viennent voir un match de hockey, un championnat du monde, et qu'ils se voient en fait la fédération de hockey français, ils se débrouillent, c'est pas mal, c'est sympa, etc. Voilà, c'est des petites étapes, mais c'est important. Voilà, j'ai fini. Maintenant, si vous avez des questions, je suis à votre disposition.